si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a eu une usurpation d'identité et un récit mensonger porté depuis des années et des années au cœur de l'État. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. La communication de l'Élysée organise une petite rencontre dentellage secret, c'est-à-dire un déjeuner avec le président et 10 éditorialistes de la presse parisienne convoqués à peine 24 heures avant. L'objectif de l'Élysée, c'est qu'Emmanuel Macron, disent-ils, la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux 10 journalistes les plus influents de la presse parisienne afin que la parole présidentielle infuse dans l'opinion et pourquoi pas l'influence. Mais il y a une condition de taille à ce déjeuner. Les journalistes ne doivent pas dire qu'ils ont vu Emmanuel Macron, et donc ne peuvent pas le citer. Si la chose est vraie, à ce moment-là, ça veut dire que le président français a été potentiellement soumis à un chantage au long de 2 quinquennats. Parce qu'évidemment que les gens qui étaient au courant avaient les moyens de le faire chanter, ça se comprend. Et donc on pourrait être dans un système où les gens qui nous gouvernent sont en fait aux mains par différents moyens de pression, d'intérêts criminels et crapuleux qui pourraient veiller à ce qu'ils ne fassent qu'appliquer les décisions qu'on leur demande d'appliquer en trouvant les moyens, avec les majorités, les parlementaires, la presse, de faire semblant que ça ne pose aucun problème. Mais pourquoi vous contestez? Si je vous dis que l'amendement a été adopté, il a été adopté. Écoutez, ça suffit, ça suffit. Le vote a eu lieu. Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité. Idem dans la matinale du Monde, où l'on retrouve cette même expression. Macron ne croit pas au blocage du pays, ni à la victoire de l'irresponsabilité. Sur BFM TV. Côté exécutif, on explique qu'Emmanuel Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité, ni à un pays à feu et à sang, comprenez, totalement paralysé. Voilà, victoire de l'irresponsabilité. Et parmi tout ça, les journalistes arrivent quand même à ne pas citer directement Emmanuel Macron. Il est question d'habituer les Français à une grammaire de la guerre, de les emmener à feu doux vers un conflit ouvert, de les préparer dans la peur et donc de les manipuler. C'est une guerre cognitive qui est à la manœuvre. Et si les Russes sont accusés d'être les plus joueurs dans cette guerre d'influence, Macron et les cabinets de conseil qui l'entourent excellent aussi dans l'exercice. On va la gagner, cette guerre? Ne vous inquiétez pas, nous allons la gagner. Nous avons déjà écrasé les Gilets jaunes. Ah, parce que les Gilets jaunes, c'était les Russes? Non, pas tous, mais tous pilotés par la Russie, donc Poutine. Oh là là! Le chef des armées, qui est le président, avait donné des ordres ou directives pour que l'armée soit interposée entre, d'une part, les Gilets jaunes et d'autre part, le Palais Bourbon et l'Élysée. Avec, c'est ça qui est important, éventuellement la possibilité de tirer sur les manifestants. Eh bien là, il a été fait savoir au président, sous une forme que j'imagine un peu diplomatique quand même, Oui. que l'armée ne tirait pas. Ce qui veut dire qu'il y a des lignes rouges. 500 000 € d'amende et 5 ans de prison si vous refusez d'être envoyé au front en cas de réquisition militaire contre la menace rouge, la menace poutinienne, et la réquisition à discrétion de votre entreprise, de votre maison, de votre patrimoine et de votre personne en dernier recours. Les antivax écrasés, les agriculteurs écrasés, et bientôt nous allons écraser les Russes. Eh ben, Flicage des médecins du travail qui protègent les travailleurs épuisés, flicage des chômeurs, flicage des allocataires du RSA, flicage des citoyens dans l'espace public sous l'excuse de la liesse populaire des Jeux Olympiques, flicage des opposants, flicage des réseaux sociaux. Un avenir macabre où la mort règne en reine suprême de l'organisation sociale. Il s'agit de faire tomber les espoirs d'émancipation par un discours sur les devoirs. Screw your freedom, voilà les grands éléments de langage qui avaient été lancés par McKinsey à l'époque. Faire culpabiliser les gens d'avoir des libertés fondamentales que leurs parents et grands-parents avaient conquis de haute lutte, pour lesquels des gens étaient morts sur des champs de bataille, et pour lesquels je rappelle tout de même que Roosevelt avait dit que nous formons, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un arsenal de la démocratie. Il est temps de revoir cette histoire de Seconde Guerre mondiale comme si c'était la plus grande catastrophe. Si on juge aujourd'hui avec notre regard progressif et avisé, tout n'est pas jeté. Par exemple, l'histoire de l'empreinte carbone, c'était pas si mauvaise. 50 millions de morts, des villes rasées, et ça fait baisser le CO2. Et l'Europe, elle s'est bien défendue contre les Russes. Nous avons même failli la gagner. Quand vous parlez de l'Europe s'est bien défendue contre les Russes, vous voulez parler de qui, en fait?
de personnes. Oubliez ce que j'ai dit. Méchant, t'as pas honte pendant qu'il y a des gens qui meurent ou pendant que Poutine s'apprête à nous égorger tous? T'as pas honte de penser à ta maison? T'as pas honte de penser à ta liberté? T'as pas honte de penser à ta propriété? T'as pas honte de penser à ton individualité? T'as pas honte de penser au fait que tes enfants n'aillent pas à l'exercice militaire? T'as pas honte? Screw your freedom. Les forces françaises d'infanterie disponibles, allez, c'est 10 000 hommes. Et sur le front, ça tient 10 km ou 20 km de front. Et le front actuel en Ukraine, il fait 1000 km. Ouais. Donc on voit bien qu'on n'est pas de taille. L'Ukraine perd la guerre et l'OTAN perd la guerre. Et il va falloir, et la défaite est orpheline. Donc il va falloir trouver qui est responsable. Donc Scholz va dire c'est Macron parce qu'il n'a pas envoyé assez. Macron va dire c'est Scholz parce qu'il ne veut pas qu'on envoie de troupes au sol. Et donc là, on est parti un peu dans une espèce de querelle de perdants, en fait. Pendant qu'il y a cette explosion-là qui se passe aux États-Unis et la déflagration qui est en train de se répercuter dans le monde entier, en même temps, toutes les factions de la résistance palestinienne se sont réunis à Moscou. Il y avait 60 groupes représentés à Moscou. Ça n'est jamais arrivé depuis la création de l'OLP. Pour moi, l'ennemi est clairement identifié. C'est malheureusement celui qui devrait être garant de notre sécurité et du respect de nos institutions. L'ennemi, c'est celui qui vient de s'exprimer. Pardonnez-moi, mais... L'ennemi pour vous, c'est Emmanuel Macron, oui. Exactement. Macron le fossoyeur, le liquidateur, la France vendue à l'hélico, j'en passe et des meilleurs. Il y a eu un viol d'un homme ou d'une femme, peu importe, mais beaucoup plus âgé sur un jeune homme de 14 ans, de nature à créer une scission dans son psychisme que l'on sait être particulièrement favorable au fait de pouvoir déjà faire de cette personne quelqu'un qui n'a aucune culpabilité, aucun ressenti, aucune compassion, un vrai psychopathe, mais également de le conditionner à agir d'une certaine manière. Ils se font tellement obéir depuis tellement de décennies par la terreur Shoah, qu'ils n'arrivent même pas à se rendre compte que personne, à part des gens d'extrême droite, des racistes et des nazis, ne peuvent adhérer à leur narratif sur Gaza. Quand l'armée israélienne IDF est rentrée à Gaza, on leur a donné des avertissements du premier jour qu'on doit se défendre, qu'ils se prennent tous ensemble et sortent des frontières où on doit bombarder. On aurait pu jeter une bombe atomique et les effacer. Non, arrêtez s'il vous plaît. Écoutez, si cette interview, il est pour être pro-palestinien, je l'arrête immédiatement. On est les victimes, ok? Il y a des zones d'ombre et des emberlificotements partout. Et si d'aventure Brigitte Macron est un homme qui a violé le jeune Emmanuel alors qu'il avait 14 ans, à ce moment-là, nous saurions, c'est pour ça que Candace Owens dit que c'est tellement important et qu'il ne faut surtout pas regarder ailleurs, nous serions dans une configuration qui rappellerait trait pour trait les programmes de conditionnement mental développés par la CIA notamment, mais les services secrets de tous les pays, pour réussir à fracasser des individus, les reprogrammer dans le sens conforme à leur intérêt, pour après les faire agir d'une manière parfaitement conforme à leurs intentions.